Cher Ablier, bonjour. Bonjour Yann. Donc nous sommes toujours sous la Révolution, bien entendu, et les Anglais sont toujours là, leur flotte est toujours dans le coin, et elle menace en fait toute la côte atlantique. Et oui, bon, on a vu dans des émissions précédentes combien les Anglais étaient préoccupés par ce qui se passait le long de la côte atlantique, avec le port militaire, le grand port de guerre de Brest, et puis naturellement, depuis le XVIIe siècle, le port de Rochefort. Les Anglais avaient besoin de commercer énormément, de sillonner l'Atlantique, le golfe de Gascogne, avec des navires de commerce, et naturellement, leur souci était de protéger ces grandes lignes commerciales, et en même temps, ils voulaient empêcher la France, évidemment, de faire progresser les choses dans le domaine naval. Alors, on sait qu'avant la Révolution, il y a de vives tensions. On avait évoqué notamment le raid anglais sur l'île d'Aix, etc. Vous vous en souvenez. Bon. Et en 1792, eh bien, c'est la guerre européenne qui commence. C'est la première coalition, en 1792. En 1792, la Convention n'est pas encore au pouvoir, ce sont les Girondins qui dominent plus ou moins, mais les Girondins sont partisans de la guerre contre l'Angleterre, et donc c'est une guerre qui commence et qui va très vite, au niveau global, atteindre un certain niveau d'acuité. Les Anglais, eh bien, ne changent pas d'opinion, de tactique. L'objectif des Anglais dans cette guerre navale qui commence, c'est de surveiller et de faire en sorte que les ports de Brest et de Rochefort, les ports militaires français de Brest et de Rochefort, qui concentrent les bateaux de l'Atlantique, voyez-vous, ne puissent pas nuire. Il faut donc les neutraliser, si on ne peut pas évidemment les prendre d'assaut. Mais les neutraliser, empêcher ces flottes de Brest et de Rochefort de mettre à mal les navires anglais, ça serait déjà pas mal. Encore une fois, les Anglais veulent absolument, par fierté, dominer les mers, ils les dominent bien, ils veulent continuer, et ils veulent protéger, je l'ai dit, leur ligne de communication. Or, à l'époque, on ne comprend pas, voyez-vous, ce qui va se passer si on ne sait pas, si on ne se rappelle pas ce qui a été dit. À l'époque, la flotte française, la flotte de guerre française est une flotte de guerre très puissante, j'ai eu l'occasion de le dire. Le roi Louis XVI avait donné les impulsions et la marine française, la marine de guerre française, avant la Révolution, c'est une des plus belles marines, je l'ai déjà dit, que l'on a eues dans notre histoire. C'est comme ça. Et on a vu d'ailleurs son efficacité quand elle est allée aider les insurgents en Amérique. Voilà. Donc la flotte française est puissante. Il ne faut pas penser que d'un côté il y a la puissante armada britannique et puis une flotte française amoindrie. Non, la flotte française, elle fait pratiquement à ce moment-là jeu égal avec la flotte anglaise. Alors, pendant des années, il va y avoir donc des tensions constantes entre de Brest jusqu'à la frontière espagnole, avec les littoraux menacés, il y a des rumeurs, alors on fait des fortifications un peu partout, notamment entre La Rochelle et Rochefort, il y a des troupes qui stationnent pour contrer un éventuel débarquement. Donc une très très vive tension à cause d'une forte présence anglaise. Alors donc il y a de multiples accrochages et on va avoir seulement une grande bataille navale dont je vais parler dans quelques instants, et il y a dans cette guerre, pendant plusieurs années, de longues années, surtout de multiples accrochages, non pas entre les lourds bateaux de ligne, qui étaient les bateaux les plus dévastateurs, mais les frégates comme la Hermione, qui étaient des bateaux de reconnaissance, qui avaient un rôle essentiel. Il n'y avait pas le radar à l'époque, et donc les frégates avaient la mission d'aller voir ce qui se passait, d'aller voir où était l'adversaire. Et automatiquement, des frégates anglaises rencontraient des frégates françaises. Bon. Alors, il y a eu de multiples accrochages. Beaucoup ont eu lieu, comme par hasard, pas loin de Brest, près de l'île d'Ouessant. Vous voyez, oui, tout le monde voit où est l'île d'Ouessant, la Manche d'un côté, l'Atlantique de l'autre. Bon, des accrochages, par exemple, en 1793, il y a un combat entre la frégate Uranie, la frégate française Uranie, et la frégate anglaise Tamise. Bon, et c'est Uranie qui l'emporte. C'est une victoire bateau contre bateau, mais symboliquement, c'est évidemment important. La même année, alors il faut le dire, et là les Anglais n'y sont pour rien. Malheureusement, c'est la fin bien triste, bien misérable de notre Hermione. La Hermione qui s'était illustrée en allant, on le sait, aux États-Unis. Cette Hermione, sans que les Anglais y soient pour quelque chose, une erreur de commandement, sans aucun doute, près de l'embouchure de la Loire, elle va s'écraser sur des rochers. C'est une fin évidemment très triste. À la limite, on aurait préféré pour la Hermione une fin au combat. Elle s'écrase sur les rochers. Bon, très bien. En 1794, eh bien là, on retrouve notre frégate Uranie, qui était visiblement une frégate extrêmement vindicative et efficace.
avec sa collègue Cléopâtre et Uranie, qui rencontrent deux navires anglais, deux frégates anglaises, et là, un combat acharné, et là, ils sortent du combat à secouer des penaillers, c'est une sorte de match nul. Et il va y avoir quand même une bataille navale de grande envergure, c'était inévitable. Elle va avoir lieu en mai-juin 94, et le lieu ne va pas vous surprendre, près d'Ouessant, nouveau. C'est-à-dire que Ouessant, à l'heure actuelle, on sait que au passage à quelques bonnes distances de la pointe du Raz, c'est l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. À l'époque, ça avait déjà une importance énorme. Et naturellement, les Anglais voulaient s'assurer absolument de la qualité du passage, et les Français voulaient les empêcher. Alors, que se passe-t-il? Eh bien là, ce sont les Anglais qui vont prendre l'initiative. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent, voyez-vous, que venant des États-Unis, un convoi chargé de céréales, chargé de blé, se dirige vers la France. Il faut voir qu'à l'époque, la France qui était très peuplée, la France avait eu de gros problèmes dans le domaine de l'alimentation de sa population à cause de mauvaises récoltes, des calamités climatiques. Elle n'avait pas été la seule, mais elle avait été très touchée par ça. Donc, il fallait absolument faire venir de la nourriture d'ailleurs. Et ce convoi de céréales qui vient des États-Unis, il a donc une importance considérable pour la population, pour une partie au moins de la population française. Les Anglais l'apprennent, évidemment, et ils veulent intercepter ce convoi avant qu'il arrive dans les ports français. À ce moment-là, eh bien, le gouvernement de la Convention, informé, réagit et demande à l'amiral Villaret, ce n'est pas un amiral qui a laissé une grande trace, mais enfin, demande à l'amiral Villaret de Joyeux d'aller au secours des bateaux qui arrivent pour évidemment empêcher leur destruction par la flotte anglaise. Et alors à ce moment-là, on va avoir un choc entre bien entendu, alors à l'écart, l'enjeu, ce sont les navires qui ne peuvent pas se défendre, les navires chargés de blé, etc., qui sont très nombreux, qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, et vous avez combat alors pour, en somme, le contrôle de ce convoi, la protection pour les Français ou le contrôle pour les Anglais, combat entre la flotte anglaise d'interception et la flotte française de Joyeux, de l'amiral Villaret de Joyeux, qui vient évidemment défendre ce convoi. Alors le choc, il est important puisque, voyez-vous, on va avoir, en comptant uniquement les navires de haut bord avec des rangées de canons, des rangées d'artillerie, 25 navires de guerre de chaque côté. 25, on n'est pas très très loin de l'effectif des navires que l'on verra dans quelques émissions à Trafalgar, par exemple. C'est donc une bataille très importante qui n'est pas très connue. Alors, moi je l'appelle comme d'autres historiens, la bataille d'Ouessant, puisque donc Trafalgar c'est un cap, là c'était l'île d'Ouessant qui était à proximité. On peut parler de la bataille d'Ouessant. Alors, le choc, il est extrêmement violent. Et le combat est marqué par des épisodes tout à fait héroïques. On se bat à mort, on ne se fait pas de quartier. Et par exemple, ça a été glorifié par la Révolution, par les journaux de l'époque, la fin du Vengeur du Peuple, un navire qui avait de la Révolution, un navire français. Le Vengeur du Peuple, il refuse de se rendre, il sombre corps et biens, c'est grandiose, c'est dramatique. Donc un combat absolument acharné. Mais finalement, après un combat qui est vraiment acharné, c'est une victoire anglaise. C'est-à-dire qu'il y a des grosses pertes du côté de la France, et la flotte française de guerre, elle est battue par sa rivale anglaise. Donc c'est incontestablement une victoire anglaise, mais une victoire qui n'est pas écrasante, une victoire anglaise, mais c'est tempéré par le fait que pendant que les deux flottes se battaient, le convoi était parvenu à passer, voyez-vous. Alors donc, l'objectif majeur, c'est-à-dire la protection du convoi, elle est assurée. Et c'est pour ça que c'est une défaite française, mais cette bataille n'a pas joué un rôle négatif, puisque les Anglais n'ont pas pu finalement intercepter ce convoi. Donc le blé est arrivé dans nos ports. Voilà. Alors, pour expliquer, voyez-vous, cette défaite, alors même que j'avais dit dans une précédente émission que quand commence la Révolution, eh bien, la flotte française est une flotte magnifique, une des plus belles de notre histoire. En quelques années, ça s'est dégradé à cause de la Révolution, justement. C'est-à-dire que au temps de Louis XVI, juste avant 89, les officiers de marine, à tous les grades, étaient pour la plupart d'ardents royalistes. Inutile de vous dire, et on a vu ça
au tribunal de la Révolution de Rochefort, Le Guignot, etc., beaucoup d'officiers, d'amiraux, de commandants, de capitaines, de lieutenants, de marines, bon, qui avaient des postes importants, ont été accusés de pactiser avec l'ennemi, puisqu'on les suspectait, comme ils avaient des tendances royalistes, d'être hostiles à la Révolution. C'était des nobles, d'ailleurs. Oui, voilà, c'était pour la plupart des nobles. Alors donc, ils ont été retirés de leur poste de commandement, emprisonnés, certains exécutés, guillotinés, notamment à Rochefort. Ce qui fait que le commandement français, voyez-vous, différence en 94 par rapport à la situation en 89, le commandement français n'a plus du tout la même valeur. Et les équipages, à cause des idées révolutionnaires, sont assez indisciplinés. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans notre pertuis d'Antioche, qui est bien au cœur de la côte atlantique, le pertuis d'Antioche, pendant toute la Révolution, il va être extrêmement menacé. Les responsables de la Révolution sont très nerveux, alors on va renforcer des fortifications au château d'Oléron, près de La Rochelle, près de Rochefort, etc. Et on va même constituer une armée des côtes, une armée pour, à toutes fins utiles, faire en sorte qu'un débarquement ne puisse pas être efficace. Alors, il n'y a pas de grand combat, mais pendant toute la Révolution, notre région littorale charentaise, elle est visiblement sous pression. Alors, donc, sous la Révolution, donc, une forte pression atlantique, une forte pression anglaise sur le littoral atlantique, et il faut bien reconnaître que, même s'il y a eu quelques épisodes glorieux pour la France, globalement, surtout quand on connaît la bataille d'Ouessant, le sort a penché en faveur des Anglais. En conclusion, on peut dire, je crois, que sous la Révolution, le littoral charentais n'est pas concerné par de grands combats, comme il va y avoir plus tard l'affaire des Brûlots que nous verrons en 1809. Pas de grands combats dans le pertuis d'Antioche, sur le littoral charentais, mais la France est sur la défensive, la France est sous pression, et en termes sportifs, incontestablement, ce sont les Anglais, je dis bien les Anglais, qui dominent la situation.